jeune, être noir, être chef d'entreprise, voilà notre sujet, jeune noir et chef d'entreprise. Nos invités s'étonnaient de voir qu'on les avait qualifiés comme étant jeunes, oui, et jolis, j'avais oublié. Deux dames pour nous parler de la création d'entreprise, du vécu de chef d'entreprise qu'elles sont, et puis peut-être des répercussions parfois sur le privé. Est-ce que c'est facile tous les jours au privé? Est-ce qu'au public c'est facile? On ne sait pas non plus. Avec son beau foulard noir, c'est Sarah Ouattara. Bonjour Sarah. Bonjour Lady. Vous êtes la fondatrice de Samara Conciergerie et vous nous expliquerez ce que c'est. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et avec nous sur le plateau, c'est Suzanne Magné-Atangna. Bonjour Suzanne. Bonjour Lady, merci pour l'invitation. C'est moi qui vous remercie et vous avez le beau sourire de Happy Face. C'est ce qu'on peut retrouver sur Internet. Happy Face, c'est votre structure et tant que vous avez la parole, je vous la laisse. Qu'est-ce que vous faites dans Happy Face ? Alors, Happy Face est une plateforme e-commerce qui propose une sélection de jeunes créateurs d'origine africaine exclusivement, donc de mode et lifestyle, positionnés plutôt premium. Voilà. Premium, c'est quoi premium? Alors, premium, c'est, on va dire, haut de gamme plus. Bon, très bien, vous le portez bien en tout cas. Merci. Et pourquoi vous avez eu envie de créer cela d'ailleurs? Alors, Happy Face est parti en fait d'une frustration et aussi dans le constat. Frustration parce que je suis une passionnée de mode depuis jeune. Parce que vous avez la taille 38. Non, j'aime bien. Oui, je suis un peu la mode depuis que je suis toute jeune. Et je commençais à voir monter la jeune création africaine. Mais par contre, je n'arrivais pas à voir où trouver leur création. C'était quelque chose... Vous vouliez tout au même endroit, sans avoir besoin de courir partout pour les trouver. Voilà, exactement. Mais déjà, où est-ce qu'ils étaient distribués? Comment ils arrivaient là? Enfin, quel était leur parcours? En fait, j'étais curieuse de savoir comment ils arrivaient là et comment ils travaillaient et où trouver plus prosaïquement leur création. Et je n'ai pas réussi à trouver, en fait. Et ce qu'on ne trouve pas, on le crée soi-même. Exactement. Et donc, j'ai créé Happy Face parce que je ne le trouvais pas. Et aussi parce que je me suis aperçue, en faisant mes recherches, que les jeunes créateurs africains ont un problème aussi de distribution. C'est-à-dire qu'ils font... Est-ce qu'ils ont des problèmes de distribution de tous les jeunes créateurs ou est-ce qu'ils ont des problèmes de distribution de jeunes créateurs africains, ce qui n'est pas la même chose? Plus spécifiquement... il y a quand même un problème de distribution de jeunes créateurs africains parce que c'est une industrie, on va dire, qui n'est pas vraiment structurée, qui est à l'état embryonnaire et qui commence petit à petit à monter sur la scène internationale et qui dit industrie, dit chaîne de valeur, donc qui doit être aussi efficiente. Dit ponctualité. Dit, voilà. Nous, on a le temps, on n'a pas la montre voilà, sur le continent. Dit aussi formation, entrepreneuriat, marketing, communication. Démarche cartésienne. Voilà, ce que n'ont pas aujourd'hui forcément les jeunes créateurs. Tous les jeunes créateurs. Tous les jeunes créateurs de... Ce que n'ont pas forcément tous les jeunes créateurs, mais ils sont nombreux à l'avoir. Voilà, tout à fait. Et puis aussi, il y a une partie... il y a un problème, il y a une réalité. Moi, je ne veux pas voir les problèmes partout, mais en tout cas, il y a une réalité aussi dans la mode qu'on appelle mainstream, dans une mode plus globale. Aujourd'hui, par rapport aux jeunes créateurs africains, quand vous faites la photo de la mode globale aujourd'hui, eh bien, il n'y a pas beaucoup de diversité. Ça dépend où est-ce que vous faites la photo. Si vous la faites à Abidjan, elle sera représentative de ce qui se passe localement. Alors moi, je parle au marché global, en fait. À l'international. À l'international. C'est ça la spécificité, j'ai envie de dire. Je travaille avec des jeunes créateurs africains exclusivement, mais pour proposer leur création au marché. Voilà, à ceux qui achètent. Ils peuvent être africains, asiatiques, européens, oui. Américains, que sais-je. C'est ceux qui peuvent acheter à qui je m'adresse. Ça dépend donc de qui fait peut-être la photo, c'est une autre question. Voilà, donc en tant que distributrice, quand je fais la photo, aujourd'hui, il est clair que même dans les grandes maisons de mode, vous voyez très peu de directeurs artistiques
Mais dans quelle maison de mode, première question. Et deuxième question, est-ce que ça n'est pas révélateur aussi du pouvoir d'achat? Parce que commercialement, dans cette photographie du marché, il faut qu'il y ait l'offre et la demande. Et si la demande ne répond pas parce que chacun a sa cousine qui peut lui reprendre la même jolie robe qu'on a vue dans le magazine, on peut comprendre que la photo soit compliquée à réaliser à l'image de ce que vous voudriez. Alors moi, quand je parle de photo, je parle plus de la représentativité. De la représentativité des jeunes créateurs, donc des directeurs. Voilà, et donc, encore une fois, je reviens aussi sur la question de la formation, mais petit à petit, ça s'arrange parce qu'il y a aujourd'hui beaucoup de jeunes Africains, jeunes créateurs qui sortent de très bonnes écoles de mode américains ou français ou même londoniens. Donc, et pas africaine, pas d'école de mode africaine. Il n'y a pas de... Enfin, aujourd'hui... Ah ben, c'est peut-être ceci qui explique cela. Alors, je vous redonne la parole, Sarah, mais avant que de nous parler de Samara Conciergerie, avez-vous des réactions à ce que vous avez entendu? Alors oui, en effet, on a pu, à travers le projet, à travers ce projet-là, ce que moi j'identifie, c'est surtout que les jeunes créateurs peuvent, qu'ils viennent d'ici ou d'Afrique ou qu'ils se développent ailleurs, l'idée c'est surtout de leur permettre, aujourd'hui on voit qu'il y a une mode ethnique qui se développe, mais elle est très pratiquée par ces jeunes créateurs africains, mais peu exploitée, peu mise en lumière. Et donc, on va consommer dans d'autres collections qui proposent par touche des modèles ethniques, alors qu'on a des créateurs très compétents qui proposent le même style de vêtements. Alors, je voulais juste apporter une petite précision, juste pour dire que je ne... Enfin, Happy Face ne propose pas que de la mode ethnique, en fait, justement, précisément pour ne pas mettre les créateurs dans une catégorie. Pour ne pas créer de communautarisme. Voilà, exactement. Parce que il y a des goûts et des couleurs. Hein. Il y a des personnes qui aiment la mode ethnique, il y en a d'autres qui l'aiment moins. Les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Absolument. Alors, Sarah, pardonnez-moi. Parlez-nous de Samara Conciergerie. Qu'est-ce que c'est et comment avez-vous monté ce projet? Qui n'est plus un projet, mais qui est une entreprise désormais. Tout à fait. Alors, Samara, c'est une conciergerie d'entreprise donc, qui se propose d'aider les entreprises à mieux valoriser et à améliorer la qualité de vie de leurs salariés. Ça passe par leur permettre directement sur le lieu de travail de proposer tout un tas de prestations. Le pressing, la garde d'enfants quand il y a grève, d'avoir un chauffeur à disposition ou encore de se faire masser quand on en a besoin. C'est tout ça qui va contribuer à... De manger un banquier boudjen Tout à fait. Plutôt que le repas de la cantine. Tout à fait. Tout ça dans le but de pouvoir vraiment concilier vie professionnelle et vie privée. Alors, l'idée, le projet m'est venu de manière très égoïste. J'ai quitté un poste de conseillère politique, donc soir, week-end, avec une présence très intense. Et avec des enfants en bas âge, j'aurais bien aimé profiter de ce genre de service. Et c'est pour ça que à la fin de mon contrat, j'ai décidé d'arrêter pour me consacrer à ce projet. À l'aube des 30 ans, je me disais que c'était le moment d'y aller. Je résume. Quand une femme crée une entreprise, 90% des cas, c'est parce qu'elle n'a pas trouvé sur le marché ce qu'elle cherchait. Et donc, elle le met en place. Ce qui est tout à votre honneur, mesdames. Alors, nous parlons des difficultés potentielles qu'il y a pu y avoir. Est-ce que c'est très simple d'abord déjà de rédiger sa lettre de démission en disant « je suis embauchée quelque part, voilà ma lettre, vous êtes bien gentil, mais je ne veux plus, je vais m'organiser autrement ». Il y a l'entourage, le son de cloche intérieur aussi qui dit « est-ce que tu es sûr qu'il faut faire ça ?» Comment est-ce qu'on prend la bonne décision? Comment être sûr que cette décision est la bonne d'ailleurs? Je pense que dans mon cas, elle s'est imposée à moi parce que je suis arrivée vraiment à un moment où j'avais vu tout ce que j'avais à voir sur mon poste. J'étais arrivée... c'est pas conseillère politique quand même, ça n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Il ne faut pas le dire à mon père parce qu'il était très angoissé à l'idée que... Il ne regarde pas ce genre d'émission. Votre papa ne regarde pas ce genre d'émission, voyons, soyez tranquille. Très angoissé en effet à l'idée que sa fille qui a validé un master, qui se destinait à travailler dans les administrations, décide de plaquer un poste pour pouvoir se consacrer à une aventure très périlleuse qui est la création d'entreprise. Une aventure ambiguë.
ambigu. C'est ça. Donc, on a des réactions dans l'entourage qui sont très craintives. C'est aussi l'occasion de pouvoir tester son conjoint, se dire jusqu'où est-ce qu'il pourra m'accompagner, jusqu'où est-ce qu'il pourra considérer que c'est pas vraiment un hobby, mais c'est vraiment un projet de vie. Mais il faut comprendre, monsieur est avec madame parce que, voilà, madame est comme il faut. Après, si madame commence à devenir mieux qu'il faut, monsieur n'a peut-être pas prévu les choses ainsi. Tout à fait. Vous n'avez pas pensé à une carrière politique tant que vous y étiez, d'ailleurs? Non. Alors, ça m'intéresse beaucoup. Je ne voulais pas occuper à mon niveau actuel une fonction politique. M'engager dans un mandat, je trouvais que c'était trop juste. J'ai envie d'une parole vraie, en fait, à adresser aux administrés. Ça viendra parce que je reste toujours très intéressée par la politique, mais je pensais que c'était encore un peu trop tôt. Une fois que vous avez réglé les problèmes d'ordre de pratique, l'intendance, que les femmes peuvent rentrer en politique sans s'inquiéter de qui va chercher les enfants à la crèche, une fois que vous avez réglé tout ça, nous vous disons merci, nous les dames. Après, vous rentrez en politique, c'est cela? C'est ça. Mais d'une certaine manière, avec Samara, j'entre quand même en politique parce que moi, je voulais me lancer ce défi-là. Je voulais créer mon entreprise, être complètement autonome, passer plus de 50 heures sur mes propres projets, mais aussi je voulais donner une dimension responsable à ce projet, ce qui fait que je veux faire travailler le commerce local, je veux également contribuer à réinsérer des personnes qui sont éloignées du marché de l'emploi. Et pour moi, c'est une manière aussi, noble en plus, de faire de la politique. Bon, voilà qui est dit. Alors, j'ai entendu que quand on a un nouveau projet, que faisiez-vous avant Happy Face, d'une part, et est-ce que cela a eu quelques répercussions au privé, par ailleurs? Alors, avant Happy Face, j'étais salariée d'une entreprise. J'ai travaillé pendant 12 ans dans la finance, ce qui n'a rien à voir avec la mode. Quand bien même il faut des finances pour pouvoir faire grandir son entreprise. Absolument, donc strictement rien à voir. Et j'ai travaillé pendant 2 ans en poste sur mon projet. C'est-à-dire que je faisais... Vous étiez toujours dans la finance, mais vous faisiez des heures supplémentaires. Exactement, je faisais 2 journées en une, en fait. Je terminais mon travail normal et le soir, après avoir couché les enfants, s'occuper de monsieur, après m'être occupée de monsieur, etc., eh bien, je me lançais sur mon projet. Donc, les couchers... Vous n'alliez pas vous coucher, vous? Les couchers d'entrepreneurs à 4 heures, enfin à 3 heures du matin... Ça ne plaît pas aux enfants et encore moins au mari? J'ai fait ça pendant 2 ans et au bout d'un moment, je pense qu'il faut faire le choix. Mais ça s'appelle abandon d'oreiller, ça, madame. Non, mais j'assurais... Les femmes assurent tout. Enfin, on est des Wonder Woman, vous savez bien. Bon, alors plus sérieusement, d'où viennent donc les difficultés? Est-ce que les difficultés d'entrepreneur quand on est femme, quand on est noire, on n'a même pas encore parlé de cet aspect-là, est-ce que ça vient du monde du travail, de la possibilité d'avoir des prêts bancaires? D'où viennent... La plus grande difficulté, elle vient d'où? Ou alors c'est un cumul de tout cela? C'est un peu un cumul de tout. Il y a des difficultés, notamment quand on doit avoir des financements. Pas parce que les banquiers considèrent qu'on est des femmes, je ne pense pas. C'est plus parce qu'en fait, ceux qui lèvent souvent les fonds sont les hommes. Beaucoup plus que les femmes. Les femmes, quand elles se lancent dans l'entrepreneuriat, elles ont déjà pris soin de mettre de l'argent de côté, de tout préparer. Ce qui était votre cas. Voilà, en plus, absolument. En travaillant dans la finance. Absolument. Donc moi, j'avais, mes petites économies m'ont servi pendant 2-3 ans à lancer en fait mon projet. Seulement, ce n'est pas suffisant. Donc, on arrive à un moment où on a vraiment besoin de financement pour passer à ce que j'appelle la phase 2 d'une entreprise et donc vraiment de la pérenniser et de pouvoir en vivre. Et c'est là que commence la difficulté parce qu'on va aller voir un banquier et qu'on va se rendre compte que, comme il n'est pas habitué à avoir des femmes qui entreprennent en face de lui, il va avoir moins confiance, en fait. C'est la Coupe Afro qui fait ça ou Non, pas de... Alors, dans mon cas, sincèrement, je n'ai pas eu j'ai pas encore eu jusqu'à présent de problème en tout cas, je n'ai pas ressenti que le fait que je sois une femme noire pose un problème. Est-ce que auriez-vous envie de répondre, parce qu'on voit des invités défiler sur ce plateau, d'aucunes précisément disent « Ah là là, c'est un boulet, cette condition-là, parce que cela ferme les portes et ça complique les choses ». Personnellement, je ne peux pas répondre à la question parce que je pense que c'est encore une fois, ça dépend de l'expérience de chacun. Je ne peux vraiment pas... Je fais partie d'une couveuse d'entreprise.
à laquelle je me suis battue pour être dans cette couveuse. Mon projet a été sélectionné parce qu'il était intéressant et pas parce que... voilà, donc, en ce qui me concerne, pour l'instant, je n'ai pas fait l'expérience. Alors, on va revenir sur la couveuse d'entreprise. Cela doit très certainement intéresser celles des femmes qui caressent depuis fort longtemps l'envie de mener à bien un projet, elles aussi. Vous vouliez réagir sur ce point-là? Pour compléter le propos de Suzanne, quand on arrive dans un projet de création d'entreprise, on arrive dans le monde de l'entreprise, la vraie vie. Le chef d'entreprise à qui on s'adresse, il ne pense que est-ce que ça va me rapporter quelque chose? Est-ce que c'est intéressant pour moi? Moi, j'ai quitté ce monde de la politique où vraiment l'image compte, peut-être davantage que tous les autres, tout ce qui entoure. C'est-à-dire qu'on veut la belle photo avec l'éventail de couleurs qu'il faut. On s'adresse vraiment aux origines. Et vraiment, quand on se lance dans un projet de création d'entreprise, pour moi, j'ai pas ce handicap d'être noire, en fait. Des fois, ça m'arrange même parce qu'au moins, quand je sais que la salle est pleine de personnes comme mon sexe et les hommes qui sont plus surreprésentés d'un certain âge et blancs, quand tu arrives dans la salle, une petite noire jeune, je me dis, bon, au moins, j'aurais même pas besoin de me présenter, qu'on m'a déjà identifié. Ça ouvre l'intérêt, la discussion. Alors, ça n'est donc pas une triste condition à porter, c'est peut-être aussi quelque chose d'intéressant. Bon, vous le savez quand même qu'il y a cette question ambiante où on voudrait absolument affirmer que c'est en France une véritable difficulté que d'avoir une couleur de peau qui n'est pas celle à laquelle on s'attendrait quand on a frappé à la porte ou quand on vous a entendu au téléphone. Tout à fait, mais je vous assure que depuis que je me suis lancée dans cette aventure, en aucun cas ça a été un frein. Non, mais je vous crois bien, mais la question est, qu'auriez-vous envie de répondre à celle des personnes pour lesquelles la couleur de peau est de facto un handicap? Alors, je commencerai d'abord par l'origine, c'est qu'avant même d'être noire, je suis une femme déjà. Je suis après noire. Vous êtes d'abord une femme et ensuite vous êtes noire et pas l'inverse. Je le vois comme ça. Oui. C'est assez tranché, homme-femme. Puis après, on rajoute d'autres soi-disant boulets. Donc, je suis noire. Et par ailleurs, je travaille et j'évolue sur un territoire jugé peu favorisé, ce qui est vrai, en l'occurrence. En effet, si je veux les prendre comme des handicaps, jamais je peux me lancer dans un tel objectif de créer une entreprise. Jamais j'aurais pu imaginer créer Samara. Et la première question, c'était quels sont les freins des femmes? Oui. Elles sont très peu à créer des entreprises. Je pense qu'on peut encourager à augmenter ce chiffre-là, mais le premier frein, c'est le fait de ne pas oser, en fait, le fait de ne pas se dire sociologiquement, je suis une femme. À partir du moment où je me dis que sociologiquement, je suis un homme, une femme, je suis même rien de cela, je peux juste oser entreprendre. Il ne faut pas se poser de questions. En fait, on a une envie et il faut commencer à penser comment on peut la mettre en place. Tout à fait. Penser au possible et pas aux impossibles. C'est ça, exactement. Et je pense, pour répondre à la question de Lady tout à l'heure je pense aussi que ça dépend de l'expérience personnelle. Pardon, je suis persuadée que la question de l'entrepreneuriat, quand on ne devient pas entrepreneur par hasard, en fait. Je pense qu'il y a une dimension familiale aussi. Moi, ma mère était commerçante. Donc, c'est des choses que j'ai... Comme dirait quelqu'un, c'est sanguinaire. C'est quelque chose qu'on intègre sans s'en rendre compte. Et puis, quand l'envie est là, on saute le pas sans réfléchir à... Et puis aussi, je suis africaine, j'ai grandi en Afrique. Et en Afrique, il y a énormément d'entrepreneurs, même si c'est informel, et d'entrepreneurs. Oui. Même si c'est informel, on baigne dans une culture d'entrepreneuriat. Et pour moi, c'est la question de oh, tu vas laisser un CDI, tu te rends pas compte. Ne se posez même pas. Je veux dire, pour moi, c'était juste, je suis prête et je veux y aller. Donc, pour peut-être encourager les personnes de couleur noire qui veulent entreprendre et qui trouvent peut-être des difficultés, je dirais aussi que c'est avant tout avec soi-même qu'on doit parler, on doit régler les problèmes. Parce qu'on ne peut pas aller vers les autres si on n'a pas, à mon sens,
régler Mais la question est peut-être comment règle-t-on ces problèmes, parce qu'on essaie toujours de ne pas faire une émission sans donner quelques clés. Comment règle-t-on ces problèmes? Si on a l'impression que quand on va voir le banquier, il ne voudra pas nous donner un prêt parce que quand bien même le dossier est bon, quand bien même le projet est bon, c'est parce qu'on a soi-même des préjugés, il faut... Alors c'est déjà le premier travail à faire. C'est-à-dire que mettre de côté les préjugés. J'ai envie de dire. ensuite, quand on va voir un banquier, le banquier, ce qu'il regarde, c'est ce qu'il va y gagner. Bien sûr. Ce n'est pas est-ce qu'elle est noire. Si elle est noire et qu'elle va me rapporter 10 000 euros par mois, j'achète. Voilà. Comme disent les banquiers, votre argent nous intéresse. Exactement. Mais est-ce que cette assurance-là ne vient pas de ce que vous avez l'une et l'autre au préalable travaillé déjà dans des environnements qui ont fait que vous puissiez faire fi de tout cela? Absolument. Ça aide. Ça aide. C'est aussi pour ça que je disais, ça dépend de l'expérience personnelle de chacun. Et en ce sens-là, il faut vraiment être prêt. Parce qu'on peut avoir une idée, mais ne pas être prêt. Bon, très bien. Alors, sur l'aspect privé, quand même, on va un tout petit peu en parler avant de finir cette émission. Si donc, au public, tout cela a été moins compliqué que l'on ne l'aurait cru, que vous avez pu avoir les prêts qu'il fallait, que vous aviez l'assurance qu'il fallait pour aller de l'avant, est-ce qu'il en a été de même aussi par rapport à l'entourage? Vous parliez des enfants, du mari. Vous avez tricoté les choses de la même manière, avec autant de bonheur? Alors, les enfants, comme je quittais un poste qui était vraiment très prenant, finalement, ils n'ont pas eu à subir vraiment ce Ils ont dit super, changement. on va l'avoir un peu plus. Oui, c'est ça, tout à fait. Et après, il y a l'entourage à rassurer. Aujourd'hui encore, comme je parlais de mon papa, il n'est pas au courant de tous les contours de ce projet parce que je préfère le maintenir en bonne santé. Bon, il n'a pas de copain qui regarde cette émission, on espère. J'espère pas. Bon. Mais en ce qui concerne le conjoint, parce que c'est aussi comment on va gérer le foyer, comment ça va s'organiser, etc. L'idée, c'était super. Quand on parlait de l'idée, ah oui, tu peux y aller, c'est très bien, c'était détends-toi si ça peut t'aider en attendant. Et ça se précise au fur et à mesure. Et en effet, c'est là aussi, comme je disais, qu'on teste la capacité de résistance l'élasticité de tolérance de son conjoint. Au bout d'un moment, évidemment, il va s'inquiéter de savoir est-ce que ce soir on va manger quelque chose, est-ce que tu vas rentrer tard encore. Et en effet, mais c'était déjà ça avec le premier poste auquel vous faisiez allusion. Oui. Donc de toute façon, il y a du mieux. Oui, il y a du mieux, c'est sûr, mais ça prend forme. La femme va devenir chef d'entreprise, donc il y a tout ce travail aussi d'acceptation, j'imagine, à faire. Mais il peut devenir chef en cuisine aussi, ou l'acheter un chapeau haut comme ça à l'anneau. Tout à fait. Et comment fait-on donc pour le rassurer? Parce que la question se pose, madame qui nous regardait. Alors moi, j'ai essayé de me fixer un espèce d'agenda à la semaine très précis où je me dis je m'accorde 1 ou 2 événements réseau qui sont souvent très tard en soirée. Il ne reste plus que 3 jours dans la semaine. C'est ça. Non, j'ai mal compté. À 7 jours, il reste 4 jours. 4 jours. Oui. Donc, j'essaie de m'absenter le soir, peut-être 1 ou 2 fois par semaine. L'avantage aussi, c'est que mon projet, c'est moi qui le dessine. Je fixe mes rendez-vous de manière à pouvoir tout articuler. En fait, on se rajoute un rôle sans en mettre de côté les autres. Donc, j'essaie de jongler avec toutes ces facettes-là. Mais le conseil qu'on m'a donné, c'est très, très dur de s'engager dans une création. Je ne peux pas mentir aux femmes en leur disant « mais allez-y, lancez-vous, etc. » Mais il faut surtout penser aussi à se préserver, à laisser des petits moments où on se retrouve. Je me suis retrouvée la semaine dernière à aller toute seule au cinéma. C'était la première fois de ma vie. J'en suis ressortie très contente. Vous avez mangé les pop-corn toute seule? Tout à fait. Sans avoir un partage. Et alors, c'est agréable ou est-ce que... C'est agréable parce que ça vide l'esprit. Je me retrouve quelques jours dans mon lit à penser au projet, à ce que je devrais faire, à ce que je n'ai pas encore fait. Et au cinéma, je pouvait que m'aérer, ne pas penser aux autres. À suivre le film pour une fois. Alors, un point aussi, quand on travaille de chez soi, on se lève le matin, on met un tailleur, du rouge à lèvres, on met son sac à main à côté et on travaille, ou est-ce qu'on fait tout ça en pantoufles et en pyjama? Moi, je me connais. J'ai commencé, je m'accordais 10 pauses dans la journée, il fallait faire tourner la lessive, 2e petit déjeuner le matin. Donc j'ai décidé de louer un bureau. J'ai été dans une pépinière, la pépinière de la Courneuve, où j'ai loué un espace de coworking pour pouvoir travailler, me fixer vraiment des horaires de travail, des horaires de loin déjeuner, du domicile. Des horaires de pause. Tout à fait. Alors, on voulait parler de la couveuse et puis du privé. Vous commencez par par quoi vous voulez d'ailleurs. Alors oui, juste pour rebondir sur ce que disait Sarah, encore
commençant l'entrepreneuriat, j'avais lu quelque chose justement sur le privé où c'était une chef d'entreprise qui disait plutôt que de vouloir trouver l'équilibre quand on entreprend en tant que femme, la question, c'est l'adaptation. C'est vraiment le mot. Alors, qui doit s'adapter à quoi? Tout le monde doit s'adapter, en fait. Voilà. C'est-à-dire que autant le conjoint que nous, sur la question de l'organisation des femmes envers les enfants, ça vient naturellement. C'est-à-dire que c'est quelque chose... les enfants, ils s'adaptent. Les enfants, c'est surtout la femme. Elle a déjà tout prévu. C'est-à-dire qu'elle sait très bien comment elle va pouvoir gérer ci ou ça. Et les maris, alors, est-ce qu'ils s'adaptent? Est-ce qu'ils suivent? Alors, c'est ça la vraie question et c'est essentiel. C'est un tabou, en fait, en entrepreneuriat féminin. C'est que, eh bien, les maris, curieusement, sont la première cause, en fait, sont l'une des principales causes d'échec de le partenaire. Hein. On aurait pensé que ce sont les enfants, mais c'est le partenaire, selon une étude à Harvard qui est sortie il y a 2 ans. Si c'est Harvard qui le dit, ce n'est même pas vous, mesdames. C'est l'un des points important. Donc, il faut vraiment avoir un conjoint qui soit derrière, qui comprenne et qui suive et qui comprenne qu'il faut pousser, il faut être là, il faut soutenir comme nous, on pourrait... soutenir leur projet. Voilà, exactement. Mais si en plus vous leur échappez de temps en temps, c'est un peu compliqué. En plus, voilà. Alors, on va terminer là-dessus. J'aurais voulu que nous parlions de la couveuse des entreprises. On va faire un autre sujet là-dessus. Revenez, hein, si vous le voulez bien, tout simplement, pour donner des notes. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cette émission. Merci pour vos expériences respectives. Nous espérons que cela vous permet de cheminer dans vos projets. À vous, madame, monsieur. Rendez-vous dans notre programme prochain. Au revoir.